Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 9 au 15 octobre. Nous commençons cette semaine à Mont-Tremblant où, jusqu'au 15 octobre, la population est invitée à participer à un sondage en ligne afin de prioriser les idées et les projets soumis par les participants aux ateliers de consultation tenus en septembre. D'une durée de 5 à 7 minutes, le sondage peut être complété à villedemonttremblant.qc.ca/je participe. Celui-ci s'adresse également aux personnes qui travaillent ou étudient à Mont-Tremblant, ainsi qu'à celles et ceux qui y possèdent un commerce ou une propriété. Les résultats obtenus permettront à la Ville et au Conseil municipal d'identifier quels projets sont les plus importants aux yeux de la population et lesquels devraient être réalisés en priorité. Ces éléments contribueront à alimenter le futur plan stratégique 2024-2028, dont l'élaboration se poursuit en vue de son adoption et de son dévoilement au printemps 2024. Pour que le portrait soit le plus représentatif, la Ville souhaite rejoindre les jeunes et les familles, deux groupes qui ont été moins présents lors des ateliers de consultation. La Ville demande alors votre collaboration pour diffuser le sondage dans votre entourage et en particulier auprès des jeunes et des familles. La Ville de Mont-Tremblant est fière d'avoir dévoilé la programmation Première Scène 2024 qui promet une année empreinte d'émotions, de rencontres mémorables et de prestations uniques à ne pas manquer. 15 artistes de la scène musicale et de l'humour provenant des 4 coins du Québec vous donnent rendez-vous, certains en formule debout, dans l'ambiance feutrée de la salle de spectacle de l'église du village. Consultez la programmation à villedemonttremblant.qc.ca/première scène et réservez vite vos billets avant que les spectacles n'affichent complet comme en 2023. Après 3 albums et des années de tournées mouvementées, Matt Holubowski livre sur scène son 4e opus sorti en mars 2023, Like Flowers on a Molten Lawn, comme une renaissance au printemps, résultat d'un regain d'amour, d'énergie et d'espoir pour la vie et la musique. L'auteure, compositrice et interprète Ellie Sapi fait résonner la culture inuite avec finesse en conjuguant modernité et tradition. Son spectacle Inuktitut met en lumière la sensibilité de l'artiste Inuk sur des classiques pop des années 60 à 90, traduits dans sa langue maternelle. Ingrid Saint-Pierre dévoile une facette plus ancrée de sa poésie et son nouveau spectacle intime et doux, Reine. Plus assumée, frontale et sans détour, elle raconte et invente la beauté qui pétille comme feu de Bengale sur un gâteau d'anniversaire. Après 2 spectacles à succès, l'humoriste Karine Levac remonte sur scène, fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur la réalité. Son humour pince sans rire et intelligent garantit une soirée des plus réussies. Le concert Échappé à la nuit marque le retour sur scène du duo Les Sœurs Boulay, où elles se lancent dans un virage légèrement plus électro. Plus en mouvement que jamais sur scène, elles déploient leur vieux succès dans l'écrin d'un son renouvelé. Après son virage de DJ à auteur-compositeur-interprète, Robert propose une musique festive et audacieuse, quelque peu hétéroclite sur des mots empreints de transparence et de vulnérabilité. Son succès est déjà international. Retrouvez Pierre Flynn seul en scène, en tête-à-tête et en cœur à cœur dans un spectacle marquant plus de 50 ans de vie artistique. Avec Sur la route, l'auteur-compositeur voyage en toute liberté par les sentiers tantôt familiers, tantôt plus discrets de son parcours, à travers des confidences et des souvenirs d'où s'échappent sa voix et sa poésie. Pour célébrer plus de 2000 concerts sur 4 continents et un 11e album en 20 ans, la formation folk traditionnelle Le Vent du Nord s'arrête à Mont-Tremblant. Récipiendaires du Félix de l'année traditionnelle, les 5 chanteurs multi-instrumentalistes invitent leur public à découvrir des pièces de musique traditionnelle québécoises qui touchent le cœur depuis 20 printemps. C'est un plaisir assuré. Vous avez aimé votre fin de soirée lors de la dernière fête nationale, alors venez danser à nouveau avec le célèbre DJ Millimétrique et ses amis électro sur leur rythme house, disco, soul et danse. Nourri par le voyage, la photographie et le cinéma, le vétéran de la scène électronique québécoise promet une soirée électrisante jusqu'aux petites heures du matin. Pour son spectacle Zéon, l'artiste Fouki fusionne les genres et fait danser les corps sur un rythme bien à lui dans un humour décalé, tout un univers à découvrir. Ping Pong Go
est le projet de musique instrumentale du pianiste Vincent Gagnon et du batteur P.E. Baudouin, que vous avez pu voir en accompagnement d'Humour le Noir, Lou Adrienne Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Ariane Roy et Gabriel Schank, pour ne nommer que ceux-ci. Inspiré par le jazz rock, la musique de jeux vidéo vintage et le rock alternatif, le groupe transcende son énergie et une adolescence tardive dans une musique immature et décadente. Avec leur premier spectacle en français sous le nom de Fred Dispo, les musiciens de Foreign Diplomats proposent des sonorités teintées d'influences alt-country et des envolées musicales qui sauront plaire. Le groupe montréalais Comment d'abord débarque à Mont-Tremblant avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Sans compromis sur le groove, la bande explore les textures chaleureuses de la musique des années 70 en y apposant des textes poétiques attachants. Une ambiance festive qui se termine sur le plancher de danse. Pour sa 28e édition, le Festival de films de montagne de Banff présente les exploits inspirants d'aventuriers et aventurières téméraires au cœur de territoires sauvages. Des images à couper le souffle dans le cadre des Journées de la culture 2024 de la ville de Mont-Tremblant. La ville accueillera Roman Zavada et son nouveau projet Forêt pour deux pianos. L'artiste utilise certaines technologies d'échantillonnage qui plongent le public dans un univers fascinant, dans des sonorités atypiques qui tissent un lien entre le passé et le présent, entre la nature et la modernité. Pour toute question sur ces spectacles, vous pouvez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au 819-425-8614 ou culture et loisirs à commercial-ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. L'abondance et la diversité des milieux naturels sur le territoire sont les plus grandes richesses de Mont-Tremblant. La préservation et la mise en valeur de ces milieux naturels sont des priorités pour la ville. Il s'agit d'ailleurs de l'une des grandes orientations qu'elle s'était donnée dans le cadre de sa planification stratégique 2019-2023. De ce fait, la Ville s'est récemment associée à l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour élaborer un tout premier plan directeur de conservation et de mise en valeur des milieux naturels du territoire de Mont-Tremblant. Dans le cadre de cette démarche, la Ville souhaite sonder sa population afin d'identifier les milieux naturels qui vous tiennent à cœur et déterminer donc quels sont les critères qui devraient, selon la population, guider la décision de conserver un milieu naturel plutôt qu'un autre. La Ville invite donc ceux et celles qui le souhaitent à répondre à un court sondage d'environ 15 minutes préparé par le partenaire Éco-Corridor Laurentien avant le 22 octobre. Le sondage est disponible sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. La période d'inscription au programme municipal de ski alpin et de planche à neige de Mont-Tremblant, initialement prévu du 2 au 13 octobre, est déplacée du 18 au 30 octobre. Ce programme est offert aux enfants de 4 à 12 ans résidant à Mont-Tremblant et détenant la carte Accès Mont-Tremblant. Si votre enfant ne détient pas encore sa carte Accès, il s'agit d'une belle occasion de lui procurer. La Ville de Mont-Tremblant souhaite aviser les résidents desservis par le réseau d'aqueduc municipal que des travaux de rinçage du réseau et d'inspection seront réalisés dans les prochaines semaines. Il est possible que vous constatiez une baisse de pression ainsi que la présence d'eau trouble ou colorée. En cas d'eau trouble ou colorée, faites couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le service des travaux publics au 819-425-8614. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Mme Sarah Girard, qui est autrice du nouveau tome Vegan à petit budget. Madame Girard, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien vous-même? Ça va également très bien. Je suis heureux de vous avoir avec nous parce que le monde vegan m'est absolument inconnu. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché. Donc on va avoir l'occasion de faire ça maintenant, vous et moi. Avez-vous toujours été vegan ou c'est quelque chose qui vous est venu plus tard dans la vie? J'imagine que vous l'avez pas toujours été, c'est quelque chose qui s'acquiert. Exactement, je ne l'ai pas toujours été. Je dirais même que ça fait juste 10 ans que je le suis. Donc, j'ai certainement vécu une enfance comme la vôtre, tu sais, où est-ce qu'on avait de la viande un peu tous les soirs. Donc, moi, c'est suite vraiment à un documentaire que j'ai vu, que j'ai commencé à faire une transition. Est-ce que c'est un documentaire, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'ils peuvent être horribles, est-ce que c'est un documentaire sur
comment les animaux sont traités, ou est-ce que c'est un documentaire sur l'empreinte écologique de l'industrie de la viande? Parce que c'est deux choses différentes qui ont autant le potentiel de désenchanter quelqu'un. C'était essentiellement sur la souffrance animale. Je ne vous cacherai pas que c'est pas un documentaire super agréable à regarder, là. C'est un peu Mhm. l'enfer du décor, mais il y avait aussi la partie environnementale qui était exploitée dedans. Oui. Parfait. Et est-ce que c'est quelque chose, parce que moi, tous les ans, après le Super Bowl, je me donne un défi, je me dis 10 jours, un mois vegan. Parce que pendant la saison de football, je mange comme un gros porc, c'est des chicken wings, c'est des roteux, c'est des trucs vraiment, vraiment pas bons pour moi, puis je le sais. Donc, c'est 4, 5, 6 mois de ça. Et arrivé au mois de février-mars, je me donne ça comme défi. Et c'est toujours les quelques premiers jours qui sont difficiles, puis ensuite, les semaines 2 à 4, ça va mieux. Est-ce que dans votre expérience, ça a été comme cela? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il a fallu essayer à quelques reprises? Avez-vous échoué? Vous avez repris? Comment est-ce que ça a fonctionné pour vous? Ça a été graduel. Il faut savoir que je suis maman de 4 enfants. Il y a 10 ans, j'en avais 3 enfants à l'époque. Donc, c'est quand qu'on commence quelque chose, qu'on a un conjoint, une conjointe, des enfants, on doit vraiment le faire graduellement. C'est sûr qu'on peut faire la coupure du jour au lendemain, mais pour qu'un changement soit durable, pour moi, il vaut mieux y aller progressivement. Je ne vous cacherai pas que les débuts, c'était quand même assez difficile, surtout pour mon plus grand garçon à l'époque qui avait 9 ans, qui aimait manger de la viande. On va le dire, il aimait manger de la viande, donc pour lui, ça a été plus difficile. Donc, la manière de procéder pour nous, c'était, à ce moment-là, il y avait, je ne sais pas le mouvement s'il existe encore, il y avait le Meatless Monday. Donc, à chaque lundi, une journée par semaine, on faisait un repas sans viande. Mhm. Et avec le temps, on a, tu sais, écarté, admettons, on a arrêté de manger du bœuf. Ça a été acquis, mais tu sais, on attendait vraiment que ce soit quelque chose d'acquis. Fait que ça a été quand même un long processus d'au moins 2, 3 ans, là, tu sais. Fait que quand je dis que je suis végane depuis 10 ans, je dirais plus qu'au début, j'étais végétarienne que végane, là, je vous cacherai pas. Ouais, c'est ça, parce que au niveau graduel, ça peut se faire en plusieurs étapes, dans le sens où quelqu'un qui consomme Oui, tous des types de viande peut commencer par arrêter le bœuf, puis ensuite le porc, oui, puis ensuite le poisson, puis ensuite le oui. poulet, les œufs. Donc, ça peut se faire étape par étape. Et donc, parlez-moi un petit peu de la différence entre végétarien, vegan, végétalien. Il y a toutes sortes de types différents. Ouais. Et vous, c'est le plus intense, donc. Ben, pas le plus intense nécessairement. Je pense qu'un coup que c'est acquéri, c'est pas si difficile que ça, finalement, de mettre ça, surtout pas en 2023. Ben, végétarien, il consomme encore des produits laitiers, des œufs, donc tout ce qui a trait au yogourt, beurre, etc. Là. Donc, ça, on en Mhm. consomme, fromage, etc. Végétalien, vegan, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est plus au niveau vestimentaire, aussi au niveau, tu sais, plus cosmétique, tous les produits qu'on utilise, là, tu sais, qui n'ont pas été testés sur les animaux. Admettons, si mon chandail est en laine, tu sais, qui serait fait à base d'un animal, là, j'aimerais dire, là, en somme. Là. Mhm. Fait que c'est la différence entre végétalien et vegan. C'est que Oui, végétalien, attendez. il peut. Attendez, donc, Oui. donc quelqu'un de vegan ne peut pas porter un... Même si le Ben, mouton est super bien traité puis est juste tondu une fois pour... Non, pas de généralement, laine. non. Ou même la OK. ceinture de cuir, ça peut aller jusque-là, tu sais. Fait Le cuir, je peux que, comprendre, mais la laine, un petit peu moins. ouais, non, ben, je vous Parce que donnais, l'animal n'est je vous pas donnais tué pour vraiment sa un laine. exemple. Je vous donnais OK. vraiment, ouais, je vous donnais vraiment la différence entre les deux, là. Mhm, OK. Donc, une des choses qu'on pourrait penser, en fait, c'est que ça coûte plus cher de manger de la viande que des aliments qui sont pas de la viande, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas, corrigez-moi si j'ai tort, puisque votre livre Vegan à petit budget nous donne les trucs pour dépenser moins d'argent lorsqu'on prend cette Oui. direction-là. Oui, absolument. Je trouve qu'avec l'inflation qui touche tout le monde maintenant, le coût de la viande à l'épicerie, je pense qu'on le sait, là, ça a vraiment, vraiment augmenté énormément. Les gens pensent, et à tort, que manger vegan ou même manger végétarien ou végétalien, peu importe l'appellation, que ça coûte cher, mais en fait, c'est les produits transformés qui finissent par coûter cher. Ici, je cuisine beaucoup maison, je ne vous le cacherai pas. Dans mon lit, j'utilise des protéines simples, des légumineuses, du tofu, par exemple. Donc, c'est vraiment celles qui sont à plus petit prix à l'épicerie, là. Fait que c'est pour ça que j'ai un panier d'épicerie qui a sensiblement jamais augmenté malgré l'inflation. Est-ce que tout le monde peut... est-ce que vegan, c'est un style de vie ou un mode de vie qui peut s'appliquer à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire ça dans le sens où
sais, les gens qui sont un petit peu plus actifs, les gens qui s'entraînent un petit peu plus intensément vont avoir besoin de plus de protéines. J'imagine que dans votre livre, vous expliquez également que peu importe le mode de vie, peu importe le niveau d'entraînement, peu importe le niveau d'activité physique, il est possible, sans viande, d'aller chercher toutes les protéines dont on a besoin pour reconstruire le tissu musculaire à la suite d'un grand entraînement. Donc, c'est possible et j'imagine que vous donnez des trucs pour ça. Oui, absolument. Ben, j'en donne aussi, il y a beaucoup de recettes également, même sur mon site web. Il y en a aussi au travers de mes livres. Il faut savoir, ça, c'est mon 3e ouvrage. Donc, la protéine, c'est toujours celle que je mets en avant, mais en alimentation végétale, outre le tofu, tu sais, les légumineuses, il y a aussi tout ce qui a trait aux noix, les graines aussi, tu sais, les grains. Il y a tellement de choix maintenant aussi, là, au niveau des protéines. Fait qu'on pense souvent que les véganes sont carencés. Alors qu'on mange autant de protéines finalement que vous, admettons, qui mangez de la viande. Vous allez les chercher où? Principalement, c'est les légumineuses, c'est les noix, c'est le tofu, votre principale mais beaucoup source. les noix. Ben, beaucoup le tofu. À la maison, on aime beaucoup le tofu, les légumineuses, mais aussi beaucoup les noix. Oui, ça, j'achète en grosse quantité des noix. Là. Ça aussi, on aime beaucoup. C'est ça, il y a beaucoup de produits que les gens comme moi ne connaissent pas, mais qui sont tout aussi protéinés. Il y a le tofu, il y en a un autre qui ressemble au tofu, c'est sétan, slétan, Le seitan. Oui, ça, ils le sétan, vendent. c'est ça. Oui, ils le vendent tout fait en épicerie encore là. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison que moi, je ne fais pas malheureusement. C'est un produit qui est fait à base de farine, de gluten. Donc, si on a un conjointe malheureusement qui est cœliaque ou quelque chose comme ça, qui ne digère pas ça, on oublie ça. Hein, on oublie ça, ça va pas aller bien. Il y a le tempeh aussi qui est fait à base de soya à l'épicerie à côté du tofu. Un petit peu plus dispendieux, là, cependant. Là. Mais oui, c'est ça. Là. Essentiellement, nous, à la maison, c'est plus tofu légumineuse. Et donc, la meilleure source, pas la plus populaire, mais la meilleure source de protéines, autre que de la viande, ce serait chez vous. Pas chez vous, mais ce serait de quoi? Ben, ils sont toutes bonnes. Il n'y en a pas une qui surpasse une autre, mais je dirais que celle qui est la plus universelle pour cuisiner maintenant, qu'on a dans toutes les épiceries, là, vraiment partout au Québec, c'est vraiment le tofu. Là. Ça, c'est un bon remplacement pour, admettons, du poulet. Tu sais. Donc, j'arrive à l'épicerie, grande surface, petite surface, peu importe. Oui. Je veux stocker ma cuisine pour me nourrir pendant une semaine, exclusivement vegan. Où est-ce que je me dirige? Qu'est-ce que je ramasse pour que ça me coûte le moins cher possible et pour que j'ai le plus de protéines possible dans mon alimentation cette semaine-là? Ben, c'est sûr que déjà, on ne se cachera pas quand on rentre dans l'épicerie, on est toujours dans les fruits et des légumes pour commencer. Donc, on commence toujours par là. Vous avez aussi à l'épicerie tout ce qui est produit généralement végétarien, vegan. Ils sont toujours là avec le tofu, le tempeh, comme je vous disais aussi. Mais tu sais, il y a aussi la section, quand on se balade dans les rangées, la section aussi des grains, tu sais, des riz, le couscous, du quinoa, qui est une protéine complète aussi, en somme. Il y a aussi, encore une fois, les légumineuses, mais tout ce qui a trait aussi aux sauces tomates, tomates en baie, etc. Puis aussi dans la section des boissons végétales. Là. Les boissons végétales, on s'entend, c'est le lait de soya, lait d'avoine, etc. Ça aussi, on a des belles alternatives maintenant au niveau végétal. Là, c'est immanquable. Il y a plusieurs marques maintenant dans toutes les épiceries. Là. Fait que essentiellement, c'est comme ça qu'en gardant ces bases-là, puis ça, je l'explique bien en début de livre, il y a vraiment quelque chose qui dit, tu sais, il y a vraiment une catégorie qui dit, voici les essentiels à avoir dans votre cuisine. Si vous avez cette base-là, toujours, votre épicerie d'un va être à petit prix, puis c'est comme ça que ça devient facile de cuisiner les recettes de ce livre-là, mais aussi de mes autres ouvrages ou celles de mon site web, vraiment toujours à petit prix. Là. Vous avez dit que ça devient facile de cuisiner. Ça, c'est... Je pense pas que c'est facile de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui s'acquiert. C'est une façon de cuisiner. C'est un palais qui se développe, right? Parce que autre que la préparation de la nourriture, c'est l'appréciation de la nourriture qui compte également. Puis au début, c'est difficile d'apprécier une alimentation à laquelle on n'est pas tant habitué. Donc, pour ceux et celles qui hésitent, qui se disent, sans prendre plusieurs mois, recommencer à aimer manger, comment est-ce que vous convaincriez ces personnes-là de tenter cette route-là? Ben, c'est comme je vous ai dit au début, tu sais, moi aussi, mon parcours qui a été lent, c'est des nouvelles textures, c'est des fois, ça peut être même des nouvelles saveurs. Ce qui est le fun avec cette... Le tofu, des textures bizarres. C'est des textures bizarres. Le tofu, c'est pas certain. C'est pas dur, c'est pas mou. C'est que vous avez peut-être pas l'habitude d'en manger, mais si vous enrobez votre tofu
votre tofu ferme, évidemment, pas un tofu mou, parce qu'un tofu mou, on met plus ça dans un smoothie. Mais si vous enrobez votre tofu ferme de fécule de maïs, vous le mettez à cuire dans l'huile, dans le air fryer, peu importe, il devient vraiment croustillant, là. De la fécule de maïs? Oui, de la fécule de maïs. Si vous enrobez votre tofu ferme, vous le coupez en cubes, votre tofu, vous l'enrobez de fécule de maïs, sel, poivre, vous faites cuire ça dans une poêle, dans l'huile, ça devient super croustillant. Vous ajoutez une sauce générale Tao, c'est incroyablement bon. Fait que ça peut être un bon début. Oui, à essayer. Donc, la fécule de maïs pour durcir le tofu, pour le rendre croustillant et donc remédier à la situation de texture un petit peu plus louche. Oui, absolument. Donc, oui, c'est ça. Donc, autre que le tofu, les recettes auxquelles les gens ne pourraient pas s'attendre, qui pourraient surprendre les gens avec des aliments véganes, qui sont tout aussi bonnes que des recettes avec des protéines animales. Regardez, mise en situation hypothétique, moi, je reçois la famille de ma blonde, je veux les impressionner avec un repas vegan. Qu'est-ce que je peux faire d'extrêmement fancy, d'extrêmement raffiné, qui pourrait surprendre les gens complètement véganes? C'est une bonne question. Merci. C'est une bonne question parce que... J'essaie. Ben oui, ben c'est ça, parce que là, c'est sûr, quand on reçoit, tout le monde a ses goûts, ils ont tous des palais déjà. Est-ce qu'ils mangent, c'est sûr que s'ils mangent de la viande au départ, choisir un plat, c'est très difficile. Par contre, ça, j'en ai pas parlé, ça vient je viens d'y penser. Par contre, il y a une alternative aussi à la viande hachée. Des fois, on peut recevoir, on va cuisiner un plat plus convivial, en somme. Ça s'appelle la protéine végétale texturée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la protéine végétale texturée. Non. C'est fait à base de soya aussi. On achète ça dans les magasins, souvent dans la section bio-végé en épicerie, sinon les magasins en vrac ou les magasins d'aliments naturels. C'est vraiment une alternative hyper abordable, hyper à petit prix. Ça coûte 3 fois rien. On compare, admettons, à du bœuf haché. Puis ça, on peut faire tous nos plats qui avaient du bœuf haché dedans, de la viande hachée, avec ça. Puis c'est vraiment à s'y méprendre. Honnêtement, même au niveau texture, c'est vraiment à s'y méprendre. Fait que, mais sinon, si vous avez mon livre, un plat qui peut surprendre et qui peut apprécier, puis qui peut aussi faire voyager les papilles, parce que c'est le fun de faire voyager ces papilles aussi. Je ne sais pas c'est de quelle inspiration, mais ça s'appelle un jambalaya. C'est un plat qu'on fait généralement avec... C'est le sud des États-Unis, c'est la Louisiane. Nouvelle-Orléans. Exactement, merci. C'est un plat qu'on fait généralement, je pense, avec de la saucisse, des fruits de mer ou quelque chose comme ça, là, de mémoire. Et ça faisait 3 ans que je travaillais cette recette-là. Il a fallu 3 tours, mais elle était extraordinaire dans ce livre-là. Je le fais avec du tofu fumé et des haricots noirs dans ma version. OK, d'accord. J'aimerais m'adresser un petit peu à la question de l'empreinte écologique. Parce que tout le monde sait que l'industrie de la viande, ça pollue énormément avec nourrir le bétail, puis... tout cela, mais je crois avoir lu, puis encore une fois, n'ayez pas peur de me corriger si j'ai tort, je dis souvent des choses qui sont fausses, puis je me fais reprendre, puis il n'y a aucun problème avec ça. Je crois avoir lu quelque part que produire, vous avez mentionné tantôt les laits de soya, les laits d'avoine, ça prend énormément d'électricité, puis ça prend énormément d'eau, donc l'empreinte écologique de ce type de production-là ne serait pas tant meilleure que l'empreinte écologique de la production de viande, ou est-ce que je me trompe? Ben... Honnêtement, j'ai lu là-dessus. C'est sûr que je ne peux pas me rappeler de tout ce que je lis, là. Honnêtement, je vais être franche avec vous. Mais si on y va en comparaison d'un élevage bovin, par exemple, d'une vache qui doit produire du lait, donc elle doit être enceinte, mettre au monde un veau, etc. Je pense que techniquement, il n'y a rien de comparable quand même, là. Mais c'est vrai que je l'ai vu passer cette information-là sur Internet aussi, là. Fait que, mais j'ai pas de données à vous offrir, là, malheureusement, là. Mais j'entends ce que vous dites parce que je l'ai lu aussi. Donc, si je deviens vegan, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, et les améliorations possibles que ça peut avoir sur ma santé physique ne seront pas visibles ou palpables du jour au lendemain également. Donc, si je deviens vegan, disons une demi-année plus tard, 6 mois plus tard, quels pourraient être les effets que je ressentirais? Est-ce que c'est au niveau du cholestérol? Est-ce que c'est au niveau de mon énergie? Est-ce que c'est au niveau de mon tissu adipeux? Qu'est-ce que je pourrais voir physiquement chez moi si je fais cette transition-là? Ouais. Ben, au niveau d'énergie, moi, j'ai remarqué une différence. Je vais parler pour moi de ce que j'ai vu au travers des années. L'énergie, beaucoup.
Ironiquement, j'irais même jusqu'à dire le teint de la peau aussi, au niveau plus ballonnement, gonflement aussi, tu sais, au niveau de la paroi intestinale. Ça aussi, j'ai vu vraiment beaucoup une différence là-dessus. Mais je pense que la digestion aussi, on va pas se le cacher aussi, ça l'aide énormément. Mais je pense que mon plus grand atout, ça a vraiment été au niveau de l'énergie, là. Moi, j'ai vraiment vu une différence là-dessus. L'énergie et la digestion. Beaucoup aussi. Puis, tu sais, le sentiment de se sentir tout le temps comme j'ai mangé un gros repas, là, ben ça, je l'ai plus revécu après, là. Je vais jouer l'avocat du diable, si vous me le permettez. Que dites-vous aux gens qui vont dire la condition originale de l'homme, on le dit, c'est dit dans la Bible, c'est dit dans les saints, c'est chasseur-cueilleur. Donc, que dites-vous aux gens qui disent on ne peut pas renier 50% de notre nature, la moitié de ça, c'est chasseur. Que dites-vous à ces gens-là pour vous les convaincre que non, le plus important, c'était que nous étions cueilleurs? Est-ce que vous leur dites qu'on descend des primates, on descend des singes et on n'a jamais vu un gorille chasser de la viande? Qu'est-ce Non? que vous dites? Ben déjà, j'ai rarement, je me rappelle pas d'avoir eu ce genre de discussion-là avec les gens. Généralement, les gens sont très, comment je pourrais dire ça, sont très gentils, doux, bienveillants. Je pense pas que j'ai déjà eu. Je suis sûre que dans certaines familles, peut-être que ça existe ce genre de dialogue-là. Ben, tu sais, je veux dire, même au travers de mes parents qui sont d'une autre génération, tu sais, qui mangent encore de la viande aujourd'hui, disons-le, tu sais. J'ai jamais eu non plus ce genre de commentaires-là. Moi, je pense qu'on a tous les bénéfices maintenant en 2023 surtout avec le coût de l'inflation, à essayer d'intégrer, pas besoin de devenir végane, mais peut-être une fois ou deux par semaine, de l'essayer, puis d'essayer de voir aussi comment on se sent après, puis d'avoir des bénéfices sur notre santé, mais aussi sur notre condition physique, pourquoi pas. Mais donc, personne ne m'a jamais dit ça, par exemple. C'est le genre de choses à laquelle je pense. Je viens d'y penser. Ah, ben ça m'a fait rire. Je m'excuse. Donc, si je ramasse votre livre, Vegan à petit prix, si je ramasse vos 2 tomes différents, quelles sont les choses que je vais découvrir et les façons de faire avec lesquelles je vais me familiariser qui vont peut-être m'aider pour faire la transition? Ben, souvent, je vais me fier à ce que les gens me disent souvent, c'est que c'est des recettes tellement simples qu'on peut intégrer ça dans la vie de tous les jours. Admettons, à soir, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas nécessairement envie de cuisiner. Ben, c'est simple, c'est vite fait, c'est fait en 30 minutes, c'est savoureux. Tout est amené avec des épices, on peut faire des miracles, hein, on va se le dire, hein, pour que ça goûte quelque chose, là. C'est de montrer que l'alimentation végane, c'est simple. Puis je dirais même que, je ne vous cacherai pas, c'est beaucoup un public féminin qui me suit au travers des réseaux sociaux, mais même au travers de mes livres. Mais ces mesdames ont réussi à conquérir le cœur de leurs hommes grâce à mes livres. Puis moi, ça me touche super gros. Tu sais, puis ils conquièrent même le cœur des hommes, mais aussi des enfants. Parce que mes recettes sont évidemment testées auprès de mes 4 enfants. Donc, j'ajoute vraiment que des recettes qui sont testées et approuvées par mon conjoint, mes 4 enfants. Fait que je pense que vous pouvez retrouver vraiment, c'est ça, des recettes simples, savoureuses. Puis, ce serait bien que vous en ayez essayé une prochainement. Je suis sûre que vous aimeriez ça. C'est ça l'affaire, parce que ma prochaine question, en fait, c'est comment en 30 minutes ou moins? Parce que moi, j'aime cuisiner, je cuisine beaucoup, j'aime énormément ça, c'est quasiment thérapeutique pour moi. Dans mon expérience, quelque chose qui prend moins de 30 minutes à faire, c'est rarement bon. Quelque chose qui va être bon, ça va me prendre 1h30, 2 heures. Il faut que j'écoute ma musique, je me craque une bière, puis c'est un processus que j'aime et que je savoure parce que je sais qu'à la fin de ce 2 heures d'effort, il va y avoir quelque chose de super bon, de délicieux qui va en sortir. 30 minutes ou moins, à moins que vous ayez des sous-chefs puis comme une équipe au complet pour faire la prep, c'est difficile. Donc, c'est quoi le truc pour arriver à trouver une recette qui va prendre moins d'une demi-heure, mais qui vaut vraiment la peine d'être cuisinée? Ben pour qu'elle soit goûteuse, déjà, en fait, pour qu'elle prenne une demi-heure, ça, on parle plus dans mon 2e livre, déjà, la préparation doit être assez rapide. On va pas se le cacher, on peut pas passer 20 minutes sur une préparation. Fait que généralement, on va balancer une préparation. Faut comprendre que je cuisine beaucoup. Les gens qui ont mon livre en 30 minutes disent, moi, des fois, ça me prend 35-40. Je suis quand même assez rapide en cuisine. On va pas se le cacher. Ça peut arriver que ça leur prend plus 40 minutes parce que peut-être que la découpe des légumes a été plus longue, peut-être qu'ils ont été dérangés par un enfant. Mais c'est ça. Ben, pour être savoureux, comme je vous dis, déjà une protéine végétale, en somme, c'est pas comme, admettons que vous mangez de la viande. Ça nécessite un temps de cuisson. Mais en protéine végétale,
Ça n'a pas nécessairement besoin d'autant de cuisson, on va se le dire. Le tofu, C'est tu sais, vrai, comme la très manière. vrai, très vrai. Ben oui, ben c'est ça la différence, je pense beaucoup, parce que si je reprends mon exemple de tofu de tantôt, pour qu'il devienne croustillant dans ma poêle, ça va prendre 7-8 minutes, puis il va être croustillant. En attendant, j'ai le temps de brasser une sauce super goûteuse à côté, là. Tu sais, fait que c'est comme ça Mais qu'on pas une obtient des sauce rendus. tomate. Une sauce tomate en 8 minutes, c'est impossible que ça soit bon. Une sauce tomate, il Non, faut que ça non, prenne pas une 4-5 sauce heures. tomate. Impossible. Non, non, pas une sauce tomate. Tantôt, j'ai parlé Général Tao, mais ça peut être une sauce Ouais, teriyaki. ouais, Ça peut être, ouais. tu sais, il y a vraiment une multitude, mais j'avoue que non, une sauce, non, non, on oublie ça en 8 minutes. Mais je pense que le gros avantage du 30 minutes, c'est que ça réside dans le fait que c'est une protéine végétale. Donc, le temps est beaucoup coupé par rapport, admettons, à de la viande. Je vais poser une question un petit peu plus théorique par rapport au processus qui va dans la rédaction d'un livre comme ça. Nous, on vient de faire une entrevue avec le directeur artistique du Festival de Baie-Saint-Paul et lui nous disait que Oui. pour trouver des artistes, pour faire la recette chaque année de son festival, il fait un petit peu le tour du monde pour découvrir des artistes, pour trouver ceux qui vont bien s'agencer ensemble pour faire un festival qui a de l'allure. Pour créer un livre de recettes qui est, j'imagine, quelques centaines de pages, quelque chose comme ça. Est-ce que vous faites le tour du monde? Vous allez en Louisiane pour découvrir une recette de jambalaya puis vous dire comment est-ce que je pourrais substituer les protéines animales pour des protéines végétales? Est-ce que vous allez en Afrique puis découvrir du zalouk? Oh mon Dieu, c'est de l'aubergine qui fait comme une sorte de pâte. Ça devient... Est-ce que vous faites le tour du monde des pèlerinages pour découvrir tout plein de saveurs que ensuite vous intégrez dans votre livre? Ben, déjà, non, je voyage pas parce que j'ai 4 enfants, ça coûterait vraiment cher un moment donné. Je vais pas vous le Ah ouais. cacher. Ben c'est pour le travail, fait que Mais, vous les laissez à la maison. ouais, non, Business trip. non, mais on voyage quand même énormément dans mes livres. Tu sais, il y a beaucoup de Mexicains, Indiens. Tantôt, on a parlé de la Louisiane avec le jambalaya. Fait que oui, tu sais, il y a une agence. Tu sais, je voyage pas, mais je fais voyager les papilles, par exemple, parce que Okay. sinon, c'est sûr qu'on reste longtemps au Québec, là, tu sais, dans nos classiques familiales. Ça, c'est le fun. Mais sinon, je trouve ça bien de faire voyager puis d'apprivoiser d'autres saveurs. Seulement avec vous savez sûrement si vous cuisinez seulement avec des épices différentes, on peut faire n'importe quel plat, Ouais. italien, pas italien, je veux dire, ben, italien, oui, ça aurait pu être italien, méditerranéen, mais indien, etc., mexicain. Fait que non, mais non, je voyage pas. J'aimerais ça un jour. Si vous me le permettez, question peut-être un petit peu plus philosophique. Moi, je pense très, très, très souvent, puis je sais pas pour quelle raison, je sais pas, mais j'y pense souvent au rapport de Lord Durham dans la Nouvelle-France qui disait que le Québec la Nouvelle-France est un pays sans littérature. Et je viens de penser à ça, puis est-ce que le Québec, on est un pays sans cuisine? Dans le sens où les différentes régions du monde, vous venez de mentionner la Louisiane, il y a une saveur particulière à ça. Au Maghreb, le tagine, il y a le masala, il y a une saveur particulière. En Orient, c'est le soya. Il y a en Corée, c'est le gochujang. Tu sais, il y a des saveurs qui sont spéciales dans certains endroits du monde, mais au Québec, j'ai pas l'impression qu'on en a. Ou est-ce qu'on en a une puis je la connais juste pas? Ben, en fait, faut pas oublier de où qu'on vient, dans le sens de nos ancêtres, comment ils vivaient. Si vous prenez, admettons, vos arrière-grands-parents, tu sais, ils travaillaient fort de leurs mains, ils faisaient pousser ça chez eux, ils faisaient du canage, tu sais, et puis ils cuisinaient énormément à maison. Tu sais, j'ai toujours entendu ma grand-mère dire qu'elle avait des tables et des tables de tartes à la scie, de conserve de ça. C'est ça. Des tourtières, des tartes au sucre, name it, là, je pense qu'on a un héritage de cuisine très riche quand même. Je parle pas de fast-food. Je parle pas de fast-food riche dans le sens beaucoup de. Tu sais, je veux dire, eux autres, ils cuisinaient dans le temps avec, je sais pas si c'était du lard ou de la graisse ou je sais plus, là, tu sais, fait que c'est quand même assez. Faut pas oublier qu'on Oui, mais comment a est-ce des hivers rigoureux. Ouais. Aussi, là. Mais comment est-ce que la cuisine avec le lard, ça se compare à un tagine qui va cuire pendant 48 heures, puis que s'ils mettent un mouton au complet dedans, puis c'est une saveur immédiatement reconnaissable? Est-ce que c'est tout simplement parce que ça fait juste 400 ans qu'on existe, puis que ces pays orientaux-là existent depuis 2000 ans, puis que si on avait 2000 ans, on aurait plus d'histoire, puis on aurait une cuisine qui nous est plus particulière? Est-ce qu'il faut juste attendre pour développer notre cuisine, ou est-ce qu'on n'en aura jamais? Ben, peut-être possiblement. Je pense qu'au Québec, on est quand même en train de se varier de plus en plus. Tu sais, quand, je ne sais pas dans quel coin vous êtes au Québec, vous êtes des Laurentides, je pense, ou je ne sais plus où, là, Oui, vous avez dit Baie-Saint-Paul, Laurentides. non, on est Je dans pense que les Laurentides. des Laurentides. Bon, ben, ça se développe de plus en plus maintenant. Je trouve qu'il y a de plus en plus de saveurs quand on sort de chez nous, admettons qu'on va dans un restaurant, là, je vais nommer rien que ça, mais il y a tellement de saveurs maintenant qui sont
exploiter différent. Là, je parle pas de fast-food du tout ici. Là, je parle vraiment d'une cuisine Non, avec non, un chef. bien sûr. Puis je pense qu'on est de plus en plus conscient de l'achat local, là, que ce soit les fruits, les légumes, etc. Là, on cuisine de plus en plus avec ce qu'on a sous la main. Je pense que ça, c'est vraiment... Je pense qu'on est à l'aube d'un tournant. Parce que j'entends ce que vous dites. D'un certain point, je suis d'accord avec vous, mais d'un autre, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un tournant parce que moi, je vois beaucoup les gens cuisiner aussi de plus en plus différemment. Peut-être parce que c'est un monde dans lequel je baigne, la cuisine aussi. Là, j'ai l'impression que tout le monde fait ça, puis c'est pas vrai partout. Là. Je suis leurrée, là, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on ose explorer des choses différentes. Puis peut-être aussi de transmettre à la prochaine génération. Pourquoi pas? Donnez-nous trois règles des grands commandements de la cuisine qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas briser. Est-ce que ce serait pas d'origan dans de la tomate? Trois trucs de base qu'il faut savoir, trois agencements qu'il ne faut jamais essayer ou une autre règle quelconque qu'il ne faut pas briser? En cuisine végétale, vous voulez dire? Ou Ouais. Ben, moi, je vais y aller. Ben, peu importe, là, ça, je pense que tout le monde devrait savoir. L'acidité d'une tomate, c'est acide longtemps. Mettez un peu de cassonade ou de sirop d'érable pour pallier à l'acidité. Parce que des fois, les gens, ils cuisinent, puis on dirait qu'ils. Je sais pas vous, quand vous cuisinez une sauce admettons, à spaghetti, d'ajouter un peu de cassonade ou juste un petit peu de sirop d'érable. Du ketchup. Ça fait. Du ketchup. J'ai non, un ami qui est chef, puis lui, il est chef dans des gros restaurants, puis il met du ketchup, il dit c'est juste suffisamment sucré pour que ça fasse une différence. Oui, mais pas beaucoup alors. Vraiment très, très peu. Moi, honnêtement, j'en mets pas. Okay. Non. Donc, cassonade. Règle numéro 2. Je suis pas une fanatique du ketchup à la base. Là. Moi, je le suis, puis je me fais dire que c'est un péché parce que je mets du ketchup sur des hot dogs. Puis quand Barack Obama a dit que c'est juste les enfants qui mangent du ketchup sur les hot dogs, ça m'a blessé au cœur. Ouais, je l'ai pas trouvé drôle. Mais donc, suffisamment parlé de moi. Deuxième règle qu'il faut respecter à tout prix. Ben, en fait, en association alimentaire, vous dites. Ou ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être les oignons, il faut les couper en dés, sinon ça nous brûle les yeux. Ça peut être n'importe quelle règle qu'il faut respecter. Coupez pas l'oignon de même, vous allez pleurer votre vie, c'est pas vrai? Il existe des trucs maintenant pour plus pleurer notre vie. Il y a des hachoirs et tout ça, là. Ben écoutez, spontanément de même, vous me pognez au dépourvu, là. Je sais comme pas quoi dire exactement. C'est pas bien grave parce qu'on peut les trouver, ces trucs-là, j'imagine, dans vos livres, qu'on retrouve en librairie, sur un site web quelconque. Oui. Où est-ce qu'on pourrait trouver vos tomes? Non, ben en librairie. En librairie, dans toutes les librairies du Québec. Sur Amazon aussi, Walmart, pour mentionner une grande surface. Là. Oui, exactement. Fantastique. Donc, on va être à la recherche de ça si on veut transitionner vers le mode de vie vegan pour sauver de l'argent et également sauver la planète. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. C'était super intéressant. Ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. Un petit message, un petit dernier shout-out que vous voulez faire? Ben, en fait, vous avez dit pour faire une transition vers un mode vegan, mes livres, mais moi, j'aimerais plus mentionner le point de dire si vous avez juste envie de découvrir des protéines végétales, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, l'épicerie à l'augmenter, on est en inflation, vous avez envie, tu sais, d'ajouter des alternatives à votre quotidien, pourquoi pas, juste une fois ou deux par semaine. Je pense que mon livre peut vraiment être un allié précieux parce que justement, c'est simple et ça plaît à toute la famille. Fantastique. Merci beaucoup, Mme Gérard. C'était super intéressant. Ça fait plaisir. Merci énormément. On vous souhaite une très, très belle fin de journée. Pareillement. Au revoir. La ville de Mont-Tremblant tient à aviser la population de la présence possible de cyanobactéries dans les lacs Bibite et Tremblant. À ce stade, il est impossible de confirmer ou d'exclure la présence de cyanobactéries. La ville de Mont-Tremblant est en communication avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ainsi qu'avec la municipalité de Lac-Tremblant-Nord afin de confirmer la nature des dépôts observés. Par mesure préventive, la ville invite la population à ne pas consommer l'eau provenant directement de ces deux lacs et d'éviter de s'y baigner, puisque les cyanobactéries peuvent poser un risque à la santé. L'eau potable provenant de l'aqueduc municipal demeure parfaitement potable et sécuritaire.
Les responsables du service des travaux publics sont informés de la situation et surveilleront de près la qualité de l'eau potable produite à l'usine de traitement des eaux. Les cyanobactéries sont des organismes naturellement présents dans les lacs. En faible concentration, ces organismes ne posent pas de risque pour la santé. Toutefois, lorsque les concentrations deviennent importantes et que des accumulations deviennent visibles à la surface de l'eau, des mesures de précaution doivent être prises. Pour connaître les symptômes possibles et les mesures de prévention à prendre, visitez québec.ca/santé, /conseil et prévention /santé et environnement /algues bleu-vert. Si vous observez des particules en suspension en grande quantité dans un des lacs du territoire ou encore une accumulation d'écume anormale sur la rive, la Ville vous invite à faire un signalement au ministère via le formulaire disponible en ligne sur le site web du ministère. Pour plus d'informations sur les cyanobactéries, vous êtes invité à consulter la page ville-de-mont-tremblant.qc.ca/cyanobactéries. Pour toute question, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable en composant le 819-425-8614 ou par courriel à environnement@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. Depuis le 29 septembre, les heures d'ouverture de l'écocentre régional de Mont-Tremblant sont prolongées les vendredis soirs pendant 5 semaines. Cette bonification de l'horaire permettra d'offrir une plage horaire additionnelle en cette période de l'année particulièrement achalandée. Jusqu'au 29 octobre, l'écocentre sera ouvert du mardi au jeudi de 9h à 16h30, le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Les citoyens de la MRC des Laurentides ont accès gratuitement au site sur présentation d'une preuve de résidence. La MRC La Ville de Mont-Tremblant souhaite ainsi encourager les résidents à planifier leur ménage d'automne de manière éco-responsable en apportant à l'écocentre les matériaux qui peuvent être récupérés et valorisés. La liste des matières acceptées et refusées est disponible sur le site web traindeviedurable.com. La population est invitée à faire preuve de patience et de courtoisie avec le personnel sur place, particulièrement lorsque le temps d'attente semble plus long. Pour éviter les périodes d'achalandage, il est recommandé de reporter toute visite non urgente à l'écocentre et de privilégier les plages horaires offertes de jour la semaine. La MRC des Laurentides encourage les citoyens et les citoyennes à participer à la réduction des déchets destinés au site d'enfouissement. Par ailleurs, il est important de bien trier les articles par matière ou catégorie avant de se déplacer à l'écocentre. Le triage de matériaux à l'avance a pour effet de réduire le temps de déchargement dans les conteneurs et de faciliter la circulation des véhicules sur le site. La Ville de Saint-Sauveur invite ses résidents intéressés par l'urbanisme, l'architecture, le patrimoine et l'aménagement à soumettre leur candidature pour un poste au sein du Comité consultatif d'urbanisme, aussi appelé CCU. 2 postes vacants doivent être comblés en vue d'une implication devant débuter en janvier 2024. Le CCU joue un rôle actif dans la planification du territoire. Le principal mandat de ce comité est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l'aménagement du territoire. Il étudie les demandes qui concernent notamment les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, les demandes d'usage conditionnel et tout autre mandat que le conseil municipal pourrait lui confier. Ce comité est composé de 2 membres du conseil municipal ainsi que de 5 membres citoyens et il est assisté par la direction du service de l'urbanisme. Il siège à huis clos une fois par mois, généralement le dernier lundi du mois à 19h. Les rencontres sont généralement d'une durée de 2 à 3 heures. Le mandat des membres peut être renouvelé annuellement pour une période maximale de 5 ans. Les candidats doivent être résidents de la ville de Saint-Sauveur, avoir une bonne connaissance du territoire de Saint-Sauveur, être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique, faire preuve de jugement et d'analyse, détenir une expertise dans le domaine de l'urbanisme, du design, de l'environnement, de l'architecture du paysage, de la construction, de l'architecture ou du patrimoine. Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature au service de l'urbanisme en incluant son CV ainsi qu'une lettre d'intention décrivant son intérêt, sa motivation et ses compétences pour le mandat. Les documents doivent être transmis par courriel à l'attention de Nicolas Meilleur à l'adresse nmeilleur@commercialvss.ca au plus tard le 20 octobre 2023 à midi. Les entrevues se dérouleront le mardi 7 novembre 2023 en après-midi et en début de soirée. Les personnes choisies par le comité de sélection seront par la suite nommées par résolution du conseil municipal à la séance du 20 novembre. Leur mandat au sein du CCU débutera en janvier 2024 et une formation préparatoire leur sera offerte au préalable.
De plus, une formation obligatoire aux frais de la Ville devra être suivie au cours des premiers mois du mandat. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de cet appel de candidature, vous pouvez communiquer avec le service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Sauveur. Au fil des ans, la Ville de Saint-Sauveur a développé des pôles de sentiers afin de permettre aux amoureux de la nature d'y pratiquer plusieurs activités en toute saison, que cela soit de la randonnée pédestre, de la raquette ou du patin. Actuellement, elle opère 2 pôles de sentiers officiels sur son territoire, soit le parc John H. Molson sur la rue Viviane ainsi que le réseau La Marquise sur la rue du Domaine de la Marquise, totalisant 6 km. Elle souhaite, à terme, les bonifier significativement. Pour réaliser cet objectif, plusieurs actions concertées sont nécessaires, impliquant différents acteurs du milieu. La Ville est à réaliser plusieurs de ces actions, dont voici un aperçu. La phase 1 en continu prévoit l'acquisition d'espaces naturels. Pour acquérir et préserver des espaces naturels, la Ville se prévaut de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, et ce, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette contribution lui permet d'exiger aux propriétaires fonciers la cession d'une partie de leur terrain ou une contribution financière lors d'une demande de permis de lotissement ou de construction. Grâce à cette contribution, la Ville possède actuellement plus de 10 millions de pieds carrés d'espaces naturels dédiés à la conservation et au développement de réseaux de sentiers non motorisés. Uniquement dans la dernière année, la Ville a acquis plus de 1 million de pieds carrés en terrain et en servitude dans le but de pérenniser des sentiers existants ou de les bonifier. Lorsque la Ville acquiert des espaces naturels, elle se doit d'exécuter des vérifications de rigueur ainsi que des aménagements qui répondent à ses obligations légales. En voici quelques exemples. Lorsque la Ville choisit de convertir un espace naturel en sentier, elle doit entreprendre des travaux permettant de rendre celui-ci conforme aux normes en aménagement de sentiers en vigueur et sécuritaire à la pratique des activités qui y sont prévues. Tout aménagement de sentier municipalisé doit être réalisé conformément aux obligations inscrites dans le contrat d'assurance de la Ville. Cette disposition prévaut pour la sécurisation des lieux ainsi que pour l'aménagement. Les espaces naturels acquis doivent faire l'objet d'une analyse inhérente à la préservation des milieux naturels, et ce, pour des raisons environnementales. Lorsque le parcours d'un sentier municipalité se prolonge sur un terrain privé, la Ville doit conclure des ententes avec les propriétaires quant aux droits de passage. La phase 2 du processus est en cours et dressera le portrait de la situation actuelle. La Ville est à colliger les informations relatives au réseau de sentiers à potentiel de développement sur son territoire et à relever les différents enjeux propres à chacun. Parmi les sites identifiés, mentionnons celui du Cap Molson, acquis par la Ville en octobre 2021. La terminaison du portrait du réseau sauverois est prévue d'ici la fin de l'année 2023. La phase 3, réalisée en juin 2023, était un sondage populationnel. En juin, la Ville a sondé la population afin de mieux cerner ses besoins, attentes et préoccupations à l'égard des sentiers de Saint-Sauveur. Parmi les 320 répondants, 98% ont signifié qu'ils fréquenteraient les sentiers sauverois advenant une bonification du réseau et considèrent que le développement de sentiers aura un impact positif à très positif sur la qualité de vie des Sauverois. La phase 4, prévue à l'hiver 2023-2024, sera une consultation des élus municipaux. À la lumière des conclusions du portrait du réseau Sauverois et des résultats obtenus lors du sondage populationnel, les élus municipaux se rencontreront pour effectuer un processus d'analyse et ultimement statuer sur une vision à long terme. La phase 5 au printemps 2024 sera la diffusion publique sur la vision. Une fois la vision confirmée par les élus municipaux, celle-ci sera diffusée publiquement, incluant les projets prioritaires à réaliser, ainsi que les investissements financiers. La Ville s'engage à informer la population des différents avancements en lien avec le développement et la planification du réseau de sentiers à Saint-Sauveur. Pour obtenir plus de renseignements à propos des sentiers officiels de la Ville et connaître les règles d'usage, visitez la section Parcs et sentiers du site web de la Ville de Saint-Sauveur. Revenez-nous après la pause. Prévost devient la première ville au Québec à adopter un règlement sur la décarbonation. L'usage du gaz sera réglementé dans les nouveaux bâtiments de son territoire à compter du 31 décembre 2023.
Prévost innove encore une fois en matière de protection de l'environnement en devenant la toute première ville au Québec à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire. Dans le but de réduire l'émission de gaz à effet de serre, cette réglementation limitera l'usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels et institutionnels de la municipalité, et ce, à compter du 31 décembre. Il sera alors interdit d'installer certains nouveaux appareils alimentés au gaz, une alternative électrique étant disponible. En implantant ce nouveau règlement, la Ville souhaite sensibiliser sa population aux impacts de l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie sur la santé et l'environnement. Afin de répondre à certaines préoccupations des citoyens émises lors de consultations menées plus tôt cette année, les installations existantes en date du 31 décembre 2023 bénéficieront d'un droit acquis et pourront être maintenues et réparées sans aucune restriction. L'usage des appareils de chauffage au bois demeure pour sa part permis, sauf lors des périodes d'avertissement de smog. Toutefois, si une panne électrique devrait survenir lors d'une telle période, l'usage d'appareils de chauffage au bois serait alors permis. Notons aussi que les cuisinières au gaz et les barbecues ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation. Pour tout savoir sur ce nouveau règlement, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/maville/environnement/décarbonation. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre du virage vert, démarche comprenant 150 actions visant une réduction des impacts environnementaux sur son territoire. Parmi les plus récentes initiatives dans ce domaine, mentionnons le programme Éco-choix, implanté depuis 2022, dont l'élément phare est le premier règlement québécois en éco-fiscalité ciblant les matières résiduelles et les choix de consommation. Celui-ci implique l'ajout d'une redevance de quelques sous sur différents produits à usage unique, ainsi que l'interdiction de vente ou de fourniture d'articles à usage unique et l'obligation de vente ou de fourniture de produits en vrac en magasin. La municipalité de Piémont vous invite à participer à l'initiative Escouade Millefeuille, lancée par l'organisme Le Rucher Collectif. Ce projet de sensibilisation sur la protection de la biodiversité et des pollinisateurs vous encourage à broyer vos feuilles plutôt que de les ramasser et ensuite laisser les dernières millefeuilles comme paillis pour protéger le milieu naturel. Ce projet aspire à créer un mouvement pour la protection et la nutrition des végétaux, remplaçant les engrais souvent nuisibles à l'environnement. Le projet vise à protéger de façon plus large la biodiversité, incluant les insectes qui sont la base alimentaire de plusieurs animaux. Le projet vise à informer la population que le feuillycyclage est une pratique utile avec le cycle des saisons pour l'entretien des terrains, améliorant leur santé et leur apparence toute l'année. Le feuillycyclage est l'action de tondre ou de broyer les feuilles mortes et de les laisser sur place. En plus des bienfaits pour la biodiversité, cette technique permet également de produire un engrais et un compost naturel à même votre pelouse. Il permet l'humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence d'arrosage. Il permet d'augmenter la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies. Il permet de réduire des gaz à effet de serre associés au transport et ainsi votre empreinte écologique. La municipalité de Val-Morin annonce qu'elle consultera les citoyens au sujet de son règlement concernant les nuisances. Plus spécifiquement, elle abordera les articles traitant de l'entretien de la végétation sur les terrains. Ces dernières semaines, des citoyens de Val-Morin ont manifesté le désir que soient revus les règlements concernant les nuisances, plus particulièrement ce qui touche l'entretien de la végétation sur les terrains. En effet, l'actuel règlement numéro 575 indique que le fait de laisser des broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 cm sur un terrain dans les espaces de verdure constitue une nuisance. La consultation de la population permettra d'évaluer les avantages, les inconvénients, ainsi que l'acceptabilité sociale de différentes options possibles pour l'entretien des espaces verts. En effet, les points de vue en lien avec ce sujet sont nombreux. Par exemple, alors que certains peuvent évoquer la valeur esthétique d'un gazon entretenu ou encore le contrôle plus facile des espèces plus nuisibles aux humains, comme l'herbe à poux, d'autres peuvent souhaiter diversifier ces espaces verts, notamment dans une perspective de protection de la biodiversité et de résilience face au changement climatique. Ainsi, dès la mi-octobre, et ce pour une période de 2 semaines, une plateforme de consultation web sera mise en place afin de recueillir l'avis, les idées et les préoccupations des résidents au sujet de l'entretien des espaces verts. Cette méthode participative favorisera la contribution d'un grand nombre de citoyens et permettra de réunir à un même endroit plusieurs informations et outils de consultation. À la fin de l'automne, les élus municipaux pourront donc se pencher sur la question et, selon les résultats de la consultation,
prendront une décision quant à la révision ou non du règlement. Toutes les informations relatives à la consultation seront diffusées au début du mois d'octobre sur le site web de la municipalité ainsi que sur ses réseaux sociaux. Dans le cas où l'accès à une plateforme web représenterait un enjeu pour certains citoyens, il sera possible durant la même période d'obtenir une version papier des outils de consultation à la mairie. Bonne nouvelle, une travailleuse de rang est maintenant basée dans les Hautes-Laurentides afin de répondre aux demandes d'aide de la communauté agricole de ce secteur. Écoute agricole est heureux de présenter Mme Diane Lebrun, bachelière en travail social. Durant les 10 dernières années, elle a œuvré autant dans le domaine communautaire que dans le réseau public de la santé. Elle connaît bien la région et comprend les enjeux que vivent les producteurs, étant elle-même copropriétaire d'une fermette et une adepte de l'autosuffisance. Écoute agricole desservait la région depuis 2015, mais à distance. Une travailleuse de rang sur place était attendue des producteurs et est très bien accueillie. Les services d'écoute et d'accompagnement sont gratuits, confidentiels et personnalisés selon les besoins de chacun. La travailleuse de rang peut être contactée pour toutes sortes de raisons, telles que des problèmes de conflit ou de communication au sein de l'entreprise ou de la famille. Si vous vivez du stress par rapport aux finances, aux conditions météorologiques ou toute autre raison qui vous tracasse ou vous occasionne de la détresse, n'hésitez pas à la contacter. Parmi les partenaires financiers, l'organisme remercie la MRC d'Antoine Labelle, où l'on retrouve le plus de fermes. M. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine Labelle et maire de la ville de Mont-Laurier, souligne qu'offrir un support et un accompagnement aux entrepreneurs et aux employés du secteur agricole était bien plus qu'une nécessité. La ressource d'écoute agricole permettra aux agriculteurs, aux producteurs et aux transformateurs d'obtenir des services adaptés à leurs besoins, en plus de les accompagner dans la réalisation de leurs activités agricoles ayant un impact favorable sur le développement de la diversité sur le territoire. Pour l'année 2023, la MRC Antoine Labelle a offert une aide financière de 5 000 $ dans le cadre du plan d'action 2022. Les producteurs auront l'occasion de croiser Mme Lebrun jusqu'à la fin de l'automne, car elle fera le tour des fermes des Hautes-Laurentides pour se présenter et faire la promotion de la santé mentale en agriculture. Ces visites de courtoisie sont possibles grâce au soutien d'un don de 20 000 $ de Belle Cause qui a sélectionné Écoute agricole en 2023 dans leur programme. La MRC d'Antoine Labelle annonce des travaux de remplacement de ponceaux et de remplacement de tabliers sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord dans des secteurs de Mont-Laurier, Lac-Saguet et Nominègue. Ces travaux débuteront dans les prochains jours et s'échelonneront sur 2 périodes de 4 semaines. Les premiers travaux consistent au remplacement de 6 ponceaux, au nettoyage d'un ponceau et au reprofilage et creusage de fossés sur 250 mètres dans les secteurs de Lac-Saguet au km 159 et de Mont-Laurier au km 197. Ainsi, pour assurer les conditions favorables d'utilisation de la piste, les travaux impliqueront également la préparation de la surface granulaire, les travaux de pavage d'une couche unique en enrobé, ainsi que le rechargement, la mise en forme des accotements en terre végétale et l'encensement sur les 6 zones d'excavation. Le conseil de la MRC, lors de sa séance de juin dernier, a octroyé un contrat de 365 617 $ à l'entreprise Lasselle et Frères. Les seconds travaux consistent au remplacement d'un tablier de pont dans le secteur de Lac-Saguet au km 159 et de 2 tabliers de pont dans le secteur de Nominègue au km 154. En plus du remplacement du platelage, les travaux comprennent le remplacement des garde-corps des ponts et des garde-corps hors pont. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Gelco Construction. Un contrat de 339 176 $ leur a été octroyé par le conseil de la MRC lors de sa séance de mai dernier. Ces travaux, à réaliser avant la période de gel, sont d'une durée estimée de 4 semaines pour chacun des chantiers. Pendant ce temps, la piste sera entravée à plusieurs endroits. Des voies de contournement sont prévues afin de permettre aux usagers du Petit Train du Nord d'utiliser l'infrastructure. De la signalisation sera également installée aux abords de la piste. Les utilisateurs et les travailleurs sont invités à respecter la signalisation et la réglementation en vigueur afin d'assurer la sécurité de tous. Les informations concernant les travaux et les voies de contournement seront disponibles sur les pages Facebook du Parc linéaire Le Petit Train du Nord et de la MRC d'Antoine Labelle.
Le 11 octobre, dès 18h, la MRC d'Antoine-Abel, en collaboration avec les MRC des Laurentides, des Pays d'en Haut et la ville de Saint-Jérôme, lance le documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord, réalisé par Jean-Nicolas Orron. Pour l'occasion, la MRC découle le tapis rouge et présente pour la toute première fois le documentaire sur grand écran. Le lancement du documentaire permettra de présenter cette légendaire histoire à travers les témoignages de gens des Laurentides qui ont connu le Petit Train du Nord à travers le temps. D'hier à aujourd'hui, ce documentaire transportera les spectateurs sur les rails du Petit Train du Nord. Pour l'occasion, la MRC d'Antoine-Abel invite la population à participer à un petit événement festif qui précédera la diffusion. Produits locaux, rencontres du réalisateur et surprises seront au rendez-vous de 18h à 19h. Les places sont gratuites, ouvertes à tous et limitées. Les gens sont donc invités à réserver leur place sur le site web de la MRC d'Antoine-Abel. L'événement se tiendra majoritairement à l'extérieur sous des chapiteaux. Les participants sont encouragés à prévoir des vêtements adéquats. Cette célébration sera suivie de la représentation intérieure du documentaire. En plus de cette grande première, le documentaire sera également présenté sur grand écran gratuitement et ce, à travers les Laurentides. Différentes dates sont au calendrier cet automne. Ce projet résulte d'un grand partenariat entre la MRC d'Antoine-Abel, la MRC des Laurentides, la MRC des Pays d'en Haut, ainsi que la ville de Saint-Jérôme, toutes réunies dans une collaboration unique et innovante afin de faire rayonner la grande région des Laurentides. Ce projet est financé dans le cadre des ententes de développement culturel 2021-2023 conclues entre le ministère de la Culture et des Communications et les partenaires mentionnés. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de procéder au lancement de l'appel de dossier en prévision de la tenue de la prochaine édition du Marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le 9 décembre à l'espace théâtre de 10h à 17h. Pour la 7e édition, le Marché de Noël chez les artistes est à la recherche d'exposants des secteurs suivants: les métiers d'art, les arts visuels et produits gourmands artisanaux. Cet événement propose une expo-vente voulant célébrer les objets uniques conçus par les créateurs de la région. Les artistes désirant déposer leur candidature doivent remplir le formulaire disponible sur le site web de la Ville de Mont-Laurier avant le 20 octobre. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel à ramsey@villemontlaurier.qc.ca ou en version papier à l'Hôtel de Ville. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet de la Ville de Mont-Laurier ou téléphonez au 819-623-1221 au poste 703. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.